Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité à 28 minutes samedi avec ce soir parmi nous un philosophe, Pierre-Henri Tavoyot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, nous sommes ravis de vous accueillir. On va parler morale dans un instant, philosophie bien sûr. Vous êtes donc philosophe, vous enseignez à Sorbonne Université, vous êtes aussi le président du Collège de philosophie. Et voici votre dernier ouvrage, La morale de cette histoire, paru chez Michel Lafon, un guide éthique pour temps incertains. C'est vrai que les temps sont incertains. Pierre-Henri Tavoyot, on a besoin à la fois de repères, dites-vous, de repères éthiques pour se guider dans ces temps incertains. Et en même temps, vous avez cette expression, vous dites, ça n'a pas toujours été le cas, notre période, elle est travaillée par une boulimie de morale. C'est quoi cette boulimie de morale? C'est qu'on demande trop à la morale, on aspire à faire la morale aux autres? Oui, je pense qu'on vit dans un monde extrêmement incertain, complexe. On l'a vu avec c'est ce qui nous arrive. On le verra tout à l'heure avec la situation géopolitique. Et on manque de grille de lecture. Jadis, c'était le cas. On avait, pour aller vite, les religions, les idéologies qui nous indiquaient un peu comment lire le monde. Aujourd'hui, on ne sait plus. Donc, on se raccroche à des scénarios relativement simples. Alors le complotiste en est un bon, parce que c'est quelqu'un qui gère tout, ourdi dans l'ombre, voilà, c'est très pratique et on comprend le monde, on l'apprivoise. Et puis il y a une autre grille de lecture qui est effectivement la guerre, c'est-à-dire les gentils et les méchants. Et donc on plaque sur la morale une vision binaire, alors qui est démultipliée par les réseaux sociaux, mais qui n'en est pas la cause, pour essayer simplement de s'y retrouver, puisque voilà, on essaie de comprendre. Donc il y a des méchants, il y a des gentils, et on lit le monde sous forme de guerre, la guerre des races, la guerre des sexes, la guerre des générations, voilà, et j'en passe. La lutte des classes qui existe évidemment aussi. Et donc, ça nous permet de focaliser et de comprendre le monde. Donc, paradoxalement, on est aujourd'hui dans une situation à la fois de manque de morale, on dit crise des repères, etc., et de excès de morale. Et c'est ça qu'il faut essayer d'interpréter et de comprendre pourquoi. Vous venez de l'évoquer, la guerre des générations avec cette crise qu'on traverse. On a beaucoup parlé de cette jeunesse qu'on a sacrifiée pour la protection des plus anciens. Une guerre, un conflit de génération. Vous dites que c'est le contraire, pas du tout. Oui. Tout le monde dit qu'il y a des guerres de génération et j'attends de voir les batailles. Je ne vois pas que les vieux tapent les jeunes ou les exterminent, que les jeunes soient désintéressés à l'égard des vieux. Non, toutes les générations ont fait de bonnes raisons, tous les âges, de se plaindre de tous les autres. C'est-à-dire que les jeunes se disent, voilà, nous, on a du mal à vivre notre vie. Les vieux disent, on est un peu abandonnés. Et puis les actifs disent, on fait tout le boulot et on finance les jeunes et les vieux. Donc tout le monde devrait, disons, être en guerre contre tous les autres. C'est pas ça qu'on voit. Au contraire, il y a une très grande solidarité, il y a une très grande convergence de valeurs. On pouvait dire qu'en 68, les valeurs étaient divergentes, mais aujourd'hui, tous les signaux sont au vert en termes de valeurs, encore une fois, en termes d'aide. On voit des jeunes qui respectent les restrictions sanitaires qui sont convenues lourdes et dont ils s'il y avait guerre, ce serait vraiment, tout le monde serait en train de protester dans la rue. Donc là, ce scénario, c'est typiquement un scénario simpliste qu'on veut plaquer sur le réel, mais qui ne correspond à aucune espèce de réalité. Alors vous dites redouter le sanitarisme. Oui. C'est vrai que ça paraît bizarre aujourd'hui, parce qu'on se dit, voilà, en période de Covid, on parle de sanitaire tout le temps. Et pourquoi vous le redoutez alors? Le débordement du sanitaire. C'est quoi le sanitarisme? Alors, soyons clairs, il faut être prudent ici. La santé, c'est une chose importante et les progrès sur la santé, c'est une excellente chose. Donc, il ne faut pas que ça nous amène à dire, voilà, les laboratoires, c'est une catastrophe, etc. C'est quand même eux qui inventent les vaccins. Le sanitarisme, c'est autre chose. On reprend la définition de l'OMS de la santé. L'OMS dit, la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, ce qui serait notre définition spontanée. La santé, c'est l'état de plénitude, de bien-être complet sur le plan physique, moral et social. Donc avec ça... Ça, c'est inatteignable. Je ne me sens pas forcément très en bonne santé. Et je crois que personne au monde n'est en bonne santé. Donc avec une définition comme telle, la santé concerne tout. Et elle remplace même peut-être le salut. C'est-à-dire l'idée que, vous voyez, on est un peu démunis par la religion qui nous donnait des rites. Aujourd'hui, ce n'est plus la religion qui nous donne des interdits, par exemple, alimentaires. C'est la santé. Mais au fond, ce sont les mêmes. Il faut jeûner, il faut manger ça, etc. Donc on a une structuration de notre quotidien, non plus par la religion, mais par la santé, avec peut-être des effets aussi délétères parfois. Notamment, vous êtes un philosophe très attaché à la défense de la laïcité. Vous avez d'ailleurs créé une formation de référent laïcité à la Sorbonne. Alors évidemment, ce sujet, il est l'objet de multiples polémiques. Cette semaine, on a vu d'ailleurs Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, pointer du doigt l'influence de l'islamo-gauchisme dans les universités. Mais beaucoup disent que c'est un fantasme, que ça n'existe pas. Le CNRS d'ailleurs dit que ce concept d'islamo-gauchisme n'a aucune réalité scientifique. Elle est menacée, l'université, à vos yeux? Je pense qu'il menace l'université pour une part, qu'il faut être très très vigilant. C'est quoi? On peut le définir très simplement. Il y a 3 idées, pour le dire très simplement. Première idée, l'islam est la religion des opprimés. À partir du moment où on dit que l'islam est la religion des opprimés, ça veut dire que pour un gauchiste qui est plutôt athée,
on peut abjurer cette détestation de la religion en disant bah, c'est les opprimés, donc il va falloir les soutenir. Deuxième idée, cette religion des opprimés produit justement une force révolutionnaire que nous n'avons plus en Europe, et donc il faut importer cette force révolutionnaire. Pour un gauchiste, ça veut dire que ça permettra de faire la révolution. Donc il faut d'une certaine façon importer du prolétariat, d'où la grande faveur que l'islamo-gauchisme a à l'égard de la migration. Et troisième idée, eh bien, c'est considérer que finalement les attentats, bon, c'est des tueries, c'est bien dommage, mais au fond, c'est de la légitime défense par rapport à un impérialisme dominant contre lequel il faut lutter. Donc voilà les trois idées structurelles de l'islamo-gauchisme, donc ça existe. Il y a des figures, une figure historique bien connue, typique, Carlos, le terroriste, qui était gauchiste au début, et ensuite se convertit à l'islam. Mais dans les universités, là, ça mérite de faire une enquête, on en est là, ça ne met pas en cause la liberté de recherche. On travaille sur la discrimination, ça veut dire qu'on est complice de Votre question est tout à fait légitime, et je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Les débats d'idées, qui sont légitimes et qui doivent avoir lieu. Moi, je n'ai pas peur de polémiquer avec des islamo-gauchistes, parce que là, ça sera un affrontement, et il n'y a pas de raison que le pouvoir politique s'implique. Après, il y a des pratiques. Et ces pratiques, c'est quoi ? C'est de la censure, c'est de la pression, c'est de l'uniformisation des départements. Là, c'est périlleux. Là, il y a un véritable danger. Il y a des conférences qui ont été annulées. Il y a des spectacles qui ont été perturbés. Ça, c'est Et comment on fait ? Il faut une enquête ? Il faut que le ministère... Alors moi, je pense qu'il faut une instance qui ne soit pas une enquête du CNRS, parce que le CNRS est lui-même taraudé par l'islamo-gauchisme, donc le truc est délirant, pardon pour ma ministre, mais je trouve ça vraiment idiot. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une instance, comme il existe le Haut Conseil de la laïcité dans l'éducation nationale. Quand il y a des problèmes, moi, je ne sais pas si ces problèmes sont graves. Je veux dire, je vois des choses autour de moi, mais je n'ai pas les moyens d'enquêter. Donc je ne vais pas dénoncer mes collègues, le dire quoi que ce soit. Je trouve qu'il faut qu'il y ait une instance qui ait la capacité de dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que c'est dans les clous de la loi, est-ce que c'est pas dans les clous de la loi, simplement pour arbitrer. Les présidents eux-mêmes ne peuvent pas le faire parce que eux, ils sont dans une logique politique avec des forces en présence avec lesquelles ils doivent arbitrer.